Je n'aurais jamais imaginé que le mariage signifierait payer un loyer pour ma propre dignité. Dès l'instant où j'ai emménagé avec mon mari, Mathieu, et sa mère, Madame Dubois, dans leur maison en périphérie de Lyon, j'ai accepté, à contre-cœur, de lui verser 800 € par mois pour les dépenses. Ce n'était pas seulement pour la nourriture ou les factures, c'était pour le silence, pour l'espace, pour la survie. Mathieu appelait cela un arrangement temporaire, mais une année s'est écoulée et rien n'a changé, sauf les exigences. Le soleil sur les toits de Lyon qui m'avait tant charmé quand j'ai rencontré Mathieu semblait maintenant se moquer de moi chaque matin. La maison, une vieille bâtisse en pierre avec une petite cour intérieure, était devenue ma cage personnelle. Les rues étroites du quartier de la Croix-Rousse, qui me paraissaient autrefois pittoresques, ne me rappelaient plus que mon enfermement. Madame Dubois se déplaçait dans la maison comme une reine, dictant chacun de mes mouvements, comme si j'étais une invitée dans son palais. Hélène, ce n'est pas comme ça qu'on étend le linge. Hélène, dans cette maison, nous mangeons toujours à 13 heures précises. Hélène, pourquoi as-tu acheté cette lessive ? Tu sais bien que nous n'utilisons que la marque Le Chat. Je supportais tout en silence, essayant de préserver la paix. Mathieu travaillait de longues heures dans son cabinet d'avocat, et quand il rentrait à la maison, la dernière chose qu'il voulait, c'était entendre mes plaintes sur sa mère. Elle est âgée, Hélène. Elle a besoin de sentir qu'elle a encore le contrôle sur quelque chose. Sois patiente avec elle, me disait-il en m'embrassant distraitement le front, comme on caresse un chien. Mon travail de traductrice freelance me permettait de gagner suffisamment pour contribuer à l'économie familiale, mais il m'était de plus en plus difficile de me concentrer avec Madame Dubois, qui entrait constamment dans la pièce que j'utilisais comme bureau, me demandant si je n'allais pas nettoyer la salle de bain ou préparer le dîner. Mes amis de l'université, surtout Lucie, m'avertissaient que quelque chose n'allait pas. 800 € par mois ? À ta belle-mère ? Hélène, c'est de la folie. Ce n'est même pas le loyer d'un appartement entier à Lyon. Mais je trouvais toujours des excuses. La famille de Mathieu était traditionnelle. Madame Dubois avait perdu son mari jeune et avait élevé Mathieu seul. Il était naturel qu'elle veuille garder un certain contrôle. De plus, Mathieu m'aimait. Il me le prouvait par de petits détails. Un livre qu'il m'apportait par surprise, un dîner pour notre anniversaire, des mots d'encouragement quand je doutais de mon travail. Du moins, c'est ce que je croyais. Le point de rupture est arrivé un vendredi de mars. J'avais terminé un important projet de traduction pour une maison d'édition parisienne et j'ai décidé de me préparer un café pour fêter ça. Dans la cuisine, Madame Dubois examinait des papiers en fronçant les sourcils. « Hélène, il faut que je te parle, » dit-elle sans lever les yeux. « Les choses coûtent plus cher maintenant. La facture d'électricité a augmenté, et celle de l'eau aussi. En plus, je pense à rénover le carrelage de la salle de bain principale. » J'ai hoché la tête, sans comprendre où elle voulait en venir. J'ai pris ma tasse et je me suis servi du café. « À partir de maintenant, il faudra que tu contribues à hauteur de 1200 € par mois. » lâcha-t-elle, comme si elle commentait la météo. La tasse a failli me tomber des mains. « 1200 ? Mais Madame Dubois, c'est une augmentation de 400 €, presque la moitié de ce que je paie déjà. » Elle a levé les yeux de ses papiers, ses petits yeux sombres se plantant en moi comme des épingles. « Tu remets ma décision en question ? C'est ma maison, Hélène. Si tu veux vivre ici avec mon fils, ce sont mes conditions. Quelque chose s'est brisé en moi. » C'était peut-être la façon dont elle a prononcé « mon fils », comme si j'étais une intruse qui le lui volait. Ou peut-être était-ce la prise de conscience que cela ne finirait jamais, qu'il y aurait toujours une nouvelle exigence, un nouveau prix à payer pour la paix. « Non », ai-je dit avec un calme qui m'a surprise. « Je ne peux pas payer plus, Madame Dubois. Je contribue déjà à ce que nous avions convenu, et il n'est pas juste que vous me demandiez plus sans préavis. » Son visage s'est transformé. Le masque de courtoisie qu'elle maintenait habituellement devant moi est tombé complètement, révélant une fureur que je n'avais jamais vue auparavant. Ses lèvres se sont pincées en une ligne fine, et pendant un instant, j'ai pensé qu'elle allait me crier dessus, qu'elle allait faire une scène comme celle qu'elle avait parfois avec les voisines. Mais elle n'a pas discuté, elle n'a pas crié, elle s'est levée lentement, a posé les papiers sur la table et est sortie de la cuisine. J'ai respiré profondément, ressentant un mélange de terreur et de soulagement. J'avais dit non. Pour la première fois depuis que j'avais épousé Mathieu,
J'avais posé une limite. J'ai pris mon café, les mains légèrement tremblantes, et je suis retournée dans mon bureau improvisé pour finir de réviser la traduction. Je n'ai pas entendu ses pas quand elle est revenue. J'ai seulement senti sa présence derrière moi une seconde avant que la douleur n'explose dans mon épaule droite. Madame Dubois était revenue avec la batte de baseball que Mathieu gardait en souvenir de ses années dans l'équipe universitaire. Le premier coup m'a atteinte à l'épaule. Je suis tombée au sol, hurlant de douleur et de surprise. Mon corps s'est convulsé tandis que j'essayais de comprendre ce qui venait de se passer. Madame Dubois, ma belle-mère, la femme qui avait partagé les repas du dimanche avec moi pendant 3 ans, venait de m'attaquer avec une batte de baseball. Le deuxième coup n'est jamais venu. Elle est restée debout au-dessus de moi, haletante, les yeux exorbités comme un animal traqué. Et à côté d'elle se tenait Mathieu, mon mari, mon partenaire, mon soi-disant protecteur, sans faire absolument rien. « Mathieu », ai-je murmuré, tendant la main vers lui, désespérée. Je sentais quelque chose d'humide se répandre sur mon chemisier. Du sang ? Était-il possible que le coup ait été si fort ? Il m'a regardé d'en haut, son visage un masque indéchiffrable. J'ai reconnu cette expression. C'était la même qu'il arborait au tribunal quand il défendait des clients qu'il savait coupables. Distant, professionnel, déconnecté. « Tu n'aurais pas dû la provoquer, Hélène », murmura-t-il, si bas que je l'ai à peine entendu. Tu sais comment elle devient quand on la contredit. Cette phrase m'a anéanti plus que le coup. À cet instant, j'ai compris que je n'avais aucun allié dans cette maison. Je n'étais pas l'épouse aimée de Mathieu. Je n'étais même pas une belle-fille tolérée. J'étais juste une source de revenus et de contrôle. Une pourvoyeuse blessée dans un foyer qui n'a jamais été le mien. « Aide-moi à me relever », ai-je supplié, en essayant de me redresser. Mathieu a fait un pas en arrière, comme s'il craignait d'être contaminé par ma faiblesse. « Maman, allons dans ta chambre. Tu as besoin de te calmer », a-t-il dit, prenant par le bras Madame Dubois, qui tenait toujours la batte, maintenant à son côté, comme un sceptre macabre. « Cette ingrate, après tout ce que j'ai fait pour elle », marmonna Madame Dubois, en se laissant conduire dans le couloir. « Mon petit Mathieu, j'ai toujours su que tu faisais une erreur en épousant cette étrangère. » Leurs voix se sont estompées en s'éloignant. Je suis restée seule sur le sol du bureau, entourée de mes documents de travail maintenant dispersés, certains tachés de gouttes de mon sang. La douleur physique était intense, mais ce n'était rien comparé à l'agonie de la trahison. J'ai passé la nuit sur le sol froid, tremblant, non de douleur, mais de rage. Ma vision était brouillée par les larmes et la fureur, mais mon esprit était clair. Quelque chose devait changer. Je devais m'échapper, mais pas en silence, pas passivement. Ils se souviendraient de moi. Je n'ai pas osé dormir. Je craignais que Madame Dubois ne revienne finir ce qu'elle avait commencé, ou pire encore, que Mathieu ne vienne me convaincre que tout avait été un malentendu, que je devais pardonner à sa mère, que les choses s'amélioreraient. Les mêmes promesses vides qu'il m'avait faites quand j'avais accepté d'emménager dans cette maison. Je me suis souvenue du jour de notre mariage, dans cette petite église de caluire et cuir, avec l'odeur des cerisiers en fleurs venant des monts d'or. Ma famille du Mexique n'avait pas pu venir. Le voyage était trop cher pour eux. Je n'avais que mes amis de l'université comme témoins de mon bonheur. La famille de Mathieu, en revanche, occupait la moitié de l'église. Oncles, cousins, anciens voisins, tous curieux de voir l'étrangère qui épousait l'avocat prometteur du quartier. Madame Dubois portait une robe bleu marine austère et une expression qui oscillait entre la résignation et le mécontentement. Pendant le banquet, je l'ai entendue parler avec une de ses amies. Au moins, elle est travailleuse et ne semble pas intéressée par son argent. Espérons qu'elle lui donnera vite des petits-enfants pour compenser tout le reste. À ce moment-là, j'ai interprété ces paroles comme l'inquiétude naturelle d'une mère pour son fils unique. Maintenant, je comprenais que c'était le premier signe d'une guerre que je n'avais aucune chance de gagner. Les heures passaient lentement. À travers la fenêtre, j'ai vu le ciel nocturne de Lyon s'éclaircir progressivement. Les premiers rayons de soleil illuminaient les tuiles de la cour intérieure, créant des motifs géométriques qui me semblaient autrefois magnifiques. Maintenant, je ne voyais qu'une prison décorée. Je me suis traînée jusqu'à la salle de bain, en évitant de faire du bruit. Je devais évaluer les dégâts. Le miroir m'a renvoyé l'image d'une femme que je reconnaissais à peine, pâle, les cheveux emmêlés et une tache sombre de sang séché sur le chemisier. Les mains tremblantes, je me suis déshabillée.
Mon épaule droite présentait un énorme hématome, d'une couleur pourpre intense qui s'étendait vers la clavicule et une partie du dos. Je ne pouvais pas rester là. Je ne survivrais pas, ni physiquement ni émotionnellement. J'ai ouvert l'armoire à pharmacie et j'ai pris quelques analgésiques. Puis, me déplaçant aussi silencieusement que possible, je suis retournée dans la chambre que je partageais avec Mathieu. Il dormait profondément, comme si de rien n'était. Un instant, j'ai envisagé de le réveiller, de l'obliger à regarder ce que sa mère m'avait fait, de lui exiger de prendre parti. Mais je savais qu'il avait déjà pris parti, et ce n'était pas le mien. Au lieu de cela, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Lucie. Elle a répondu à la 3e sonnerie, sa voix encore endormie. « Hélène, qu'est-ce qui se passe ? Il est 6 heures du matin. J'ai besoin de ton aide. » ai-je murmuré, craignant que ma voix ne réveille Mathieu. Il s'est passé quelque chose de terrible. Je ne peux pas rester ici. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Puis, la voix de Lucie, maintenant complètement réveillée. « Dis-moi où on se retrouve. Je viens te chercher tout de suite. » « Au café Le Tanneur, dans 20 minutes, » ai-je répondu, sachant que c'était le seul endroit ouvert à cette heure près de la maison. « J'arrive. Ne fais rien de stupide, Hélène. Sors de là et attends-moi. » J'ai raccroché et j'ai regardé Mathieu une dernière fois. Il dormait sur le côté, me tournant le dos, comme il le faisait presque toujours. Quand avait-il cessé de me serrer dans ses bras pendant la nuit ? À quel moment étions-nous devenus 2 étrangers partageant un lit ? Avec des mouvements silencieux, j'ai rassemblé mon passeport, ma carte de séjour, quelques documents importants et l'argent liquide que je gardais pour les urgences. J'ai tout mis dans un petit sac, avec quelques sous-vêtements et une tenue de rechange. Je ne pouvais pas en emporter plus sans faire de bruit. Avant de sortir, je me suis arrêtée devant la commode où je rangeais mes bijoux. La bague de fiançailles que Mathieu m'avait offerte brillait dans son écrin de velours. Un diamant modeste mais élégant, qui m'avait semblé à l'époque le symbole parfait de notre amour. Je l'ai prise et l'ai mise dans la poche de mon pantalon. Non par sentimentalisme, mais parce que je pourrais avoir besoin de la vendre. Je suis passée devant la chambre de Madame Dubois, écoutant ses ronflements rythmés. Elle dormait profondément, ignorant que sa victime était sur le point de s'échapper. J'ai descendu les escaliers en prenant soin d'éviter la 3e marche, qui craquait toujours. La porte d'entrée avait 2 serrures. Je les ai ouvertes lentement, en retenant ma respiration. Et puis, j'étais dehors. L'air frais du matin m'a frappé comme une bénédiction. Chaque pas était une promesse. Je ne serai plus jamais ta victime. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas regardé en arrière. Au lieu de cela, j'ai marché avec détermination dans les rues vides du quartier. Les commerces étaient encore fermés, mais je pouvais voir les boulangers travailler derrière les fenêtres éclairées de la boulangerie du coin. L'odeur du pain frais m'a rappelé que je n'avais rien mangé depuis la veille après-midi. Le tanneur était presque vide quand je suis arrivée. Juste quelques travailleurs de nuit finissant leur café avant d'aller se coucher, et le serveur, un homme âgé nommé Paul qui me connaissait de vue. « Bonjour, ma belle. »« Qu'est-ce que je vous sers ?» m'a-t-il demandé. Puis, il s'est arrêté, me regardant plus attentivement. « Ça va ? Vous avez l'air... »« Un café au lait, s'il vous plaît. » l'ai-je interrompu, évitant son regard. Je me suis assise à une table au fond, d'où je pouvais voir la porte. Je ne voulais pas que Mathieu ou sa mère me trouvent s'ils décidèrent de me chercher. En attendant Lucie, j'ai planifié mes prochaines étapes. J'avais besoin d'un endroit où rester, d'argent pour survivre jusqu'à ce que je puisse organiser ma vie, et surtout, j'avais besoin de protection. Le coup de Madame Dubois n'avait pas été un emportement momentané. C'était l'aboutissement d'années d'hostilité. Et l'inaction de Mathieu n'avait pas été de la lâcheté. C'était de la complicité. Lucie est arrivée 15 minutes plus tard, les cheveux attachés à la hâte en un chignon désordonné et des cernes qui trahissaient qu'elle venait de sortir du lit. Mais ses yeux se sont agrandis d'horreur quand elle s'est assise en face de moi et a vu mon état. « Mon Dieu, Hélène, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Je lui ai tout raconté à voix basse. Des 800 € mensuels à la batte de baseball et la trahison de Mathieu. Pendant que je parlais, les larmes que j'avais retenues ont commencé à couler. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais de rage, de honte d'avoir laissé la situation aller si loin. « On va à la police tout de suite », a dit Lucie quand j'ai terminé mon récit. « C'est une agression. C'est de la violence conjugale, Hélène. Tu dois porter plainte. Et après ? Tu crois que la justice va s'occuper d'une femme étrangère mariée à un avocat lyonnais ? La mère de Mathieu a des amis partout.
C'est la secrétaire du curé, elle joue aux cartes avec la femme du commissaire. Tu ne peux pas les laisser s'en tirer comme ça, a insisté Lucie, prenant mes mains dans les siennes. Au moins, il faut faire constater tes blessures. Ensuite, tu décideras quoi faire. J'ai acquiescé, sachant qu'elle avait raison. Nous avons payé les cafés et nous nous sommes dirigés vers l'hôpital le plus proche. En chemin, Lucie m'a assuré que je pouvais rester dans son appartement aussi longtemps que nécessaire. On a un canapé-lit dans le salon. Ce n'est pas grand-chose, mais il est à toi jusqu'à ce que tu trouves mieux. À l'hôpital, un médecin des urgences a examiné mon épaule, a pris des photos pour le rapport et m'a prescrit des analgésiques plus forts. « Comment vous êtes-vous fait ça ?» a-t-il demandé en fronçant les sourcils. « Ma belle-mère m'a frappé avec une batte de baseball », ai-je répondu sans détour. Le médecin a échangé un regard avec l'infirmière présente. Ils avaient tous les deux déjà vu des cas similaires. « Je vais préparer un rapport détaillé », a dit le médecin. « Je vous recommande de porter plainte. » Après l'hôpital, nous sommes allés directement au commissariat. Le processus a été long et humiliant. J'ai dû répéter mon histoire plusieurs fois, à différents officiers. Certaines de leurs questions m'ont fait sentir comme si j'étais la coupable. Y avait-il des conflits antérieurs ? Avez-vous provoqué votre belle-mère d'une manière ou d'une autre ? Mais j'ai persisté. J'ai tout documenté. L'abus financier, l'agression physique, le silence complice de Mathieu. Quand l'officier m'a demandé si je voulais demander une ordonnance d'éloignement, je n'ai pas hésité. Oui, contre les deux. Ma belle-mère et mon mari. Il était presque 15 heures quand nous sommes sortis du commissariat. Je me sentais épuisée mais étrangement légère, comme si j'avais laissé un lourd fardeau derrière moi. Lucie m'a emmenée dans son appartement du quartier de la Guillotière, un petit appartement confortable qu'elle partageait avec sa petite amie, Chloé. « Tu peux rester aussi longtemps que tu en as besoin », m'a dit Chloé après avoir écouté mon histoire. « Personne ne mérite de vivre ce que tu as vécu. » Cette nuit-là, allongée sur le canapé-lit de Lucie et Chloé, écoutant les bruits de la rue à travers la fenêtre ouverte, j'ai planifié mes prochains mouvements. Je ne pouvais pas simplement fuir et recommencer à zéro. Je devais réclamer ce qui m'appartenait, non seulement pour l'argent, mais par principe. Le lendemain, après une nuit agitée mais réparatrice, j'ai contacté une avocate spécialisée en violences faites aux femmes que Chloé connaissait. Maître Leroy m'a reçu dans son bureau, un espace simple mais professionnel dans le centre de Lyon. « La première chose que nous allons faire est d'assurer votre indépendance économique », a dit Maître Leroy, après avoir écouté mon cas. « Vous dites que vous avez versé 800 € par mois à votre belle-mère pendant 1 an. Avez-vous une preuve de ces virements ? » J'ai acquiescé. Tous ont été faits par virement bancaire. Et j'ai quelques SMS où Mathieu mentionne ses paiements. Excellent. Cela nous donne un bon point de départ. Nous allons demander des mesures provisoires urgentes. Une pension compensatoire pendant la procédure de divorce et la cessation immédiate de la cohabitation. Ce qui signifie que Mathieu devra quitter le domicile conjugal ou garantir que vous puissiez récupérer vos affaires en toute sécurité. Je ne veux pas retourner dans cette maison, ai-je dit fermement. Ils peuvent garder les meubles, tout. Je veux juste mes documents, mon ordinateur et mes vêtements. Je comprends. Dans ce cas, nous demanderons qu'un huissier de justice vous accompagne pour récupérer vos effets personnels. Nous allons également engager une procédure pour violence conjugale contre votre belle-mère et pour non-assistance à personne en danger contre votre mari. La semaine suivante, j'ai fonctionné en pilote automatique. J'ai déposé la demande de divorce, ouvert un nouveau compte dans une autre banque et commencé à chercher du travail et un appartement. Mon épaule me faisait encore mal, mais la douleur physique était presque un rappel bienvenu de la raison pour laquelle je faisais tout cela. Lucie et Chloé ont été mon système de soutien, m'offrant non seulement un toit, mais aussi une solidarité et une amitié inconditionnelle. Avec leur aide, j'ai contacté certains de mes clients de traduction réguliers et je leur ai expliqué que je traversais une situation personnelle difficile, mais que j'étais toujours disponible pour travailler. « Vous avez toujours été très professionnelle, Hélène », m'a dit l'un d'eux, un éditeur parisien avec qui j'avais travaillé sur plusieurs projets. « Prenez le temps qu'il vous faut, et quand vous serez prête, j'ai un nouveau manuscrit que j'aimerais que vous traduisiez. » 10 jours après ma fuite, j'ai reçu un appel de Maître Leroy. Le juge a accordé les mesures provisoires. « Demain, vous pourrez aller chercher vos affaires, accompagné d'un huissier de justice et d'un serrurier, au cas où ils auraient changé les serrures. Est-ce que Mathieu sera là ? Ai-je demandé, sentant un nœud dans mon estomac à l'idée de le revoir.
Nous ne le savons pas, mais l'ordonnance d'éloignement est toujours en vigueur. S'il est présent, il devra quitter le logement pendant que vous y êtes. Le lendemain matin, je me suis présentée à ce qui avait été ma maison pendant 3 ans, accompagnée de l'huissier, d'un serrurier qui n'a finalement pas été nécessaire, et de Lucie, qui a insisté pour venir avec moi pour me soutenir moralement. La maison était vide. Mathieu devait être à son cabinet, et Madame Dubois était probablement sortie exprès pour éviter de me croiser. Tant mieux. Avec une efficacité méthodique, j'ai rassemblé mes affaires, vêtements, documents, mon ordinateur et mon disque dur externe, quelques livres et souvenirs personnels. Lucie m'a aidé à tout mettre dans des valises et des cartons que nous avions apportés. En ramassant mes affaires, je me sentais comme une étrangère dans ce qui avait été mon foyer. Les photos du mariage étaient toujours sur les murs, montrant un couple heureux et souriant qui n'existait plus. Avions-nous vraiment été heureux un jour, ou n'était-ce qu'une illusion? Avant de partir, j'ai laissé la bague de fiançailles sur la commode de la chambre conjugale, avec ma clé de la maison. Je n'ai pas laissé de mots. Il n'y avait plus rien à dire. En sortant, j'ai respiré profondément l'air de la rue. Ce n'était pas une fin, mais un début. Je ne fuyais pas. J'avançais. Et pour la première fois depuis longtemps, l'avenir ne me terrifiait pas. Il me remplissait de possibilités. La semaine suivante, je me suis consacrée à constituer un dossier complet. Avec l'aide de Maître Leroy, mon avocate, j'ai rassemblé tous les virements bancaires que j'avais faits à Madame Dubois. 800 € par mois pendant plus d'1 an. Près de 10 000 € au total. Une petite fortune que j'avais payée pour ma propre humiliation. C'est plus que suffisant pour prouver l'abus économique, m'a assuré Maître Leroy en examinant les relevés bancaires dans son bureau. Mais nous avons besoin de plus de preuves du harcèlement psychologique. Heureusement, j'avais ces preuves. En tant que traductrice, j'avais l'habitude d'enregistrer les conversations compliquées pour m'assurer de saisir toutes les nuances. C'était une habitude professionnelle que j'avais inconsciemment transposée dans ma vie personnelle. Sur mon téléphone, j'avais des enregistrements de Madame Dubois me rabaissant, critiquant mon accent, ma façon de cuisiner, ma manière de m'habiller. Et le plus important, j'avais un enregistrement de la conversation juste avant l'attaque à la batte, où elle exigeait plus d'argent et menaçait ensuite de m'apprendre une leçon. Maître Leroy a écouté les enregistrements avec une expression grave. « C'est de l'or, Hélène. » Avec ça et le rapport médical, nous avons un dossier solide non seulement pour le divorce, mais aussi pour une plainte pénale pour coups et blessures et menaces. J'ai aussi trouvé, en fouillant dans mes emails, plusieurs messages de Mathieu où il mentionnait les paiements à sa mère comme une contribution nécessaire pour maintenir la paix à la maison. Dans l'un d'eux, écrit à peine 3 mois après notre mariage, il disait « Ma mère a l'habitude de gérer les finances de la maison. Ce sera plus facile pour tout le monde si tu lui donnes simplement ce qu'elle demande. Tu sais comment elle devient quand elle se fâche. » Chaque nouvelle preuve que je trouvais me faisait réaliser à quel point j'avais normalisé la normale, accepté l'inacceptable. J'étais lentement devenue complice de ma propre maltraitance, me convainquant que c'était le prix à payer pour faire partie de cette famille. « Tu as eu des nouvelles de Mathieu ?» m'a demandé Lucie un soir, alors que nous dînions dans la petite cuisine de son appartement. Il m'a appelé plusieurs fois, mais je n'ai pas répondu. Il m'a aussi envoyé des messages, d'abord confus, puis en colère, et maintenant suppliant. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai sorti mon téléphone et j'ai lu le dernier message. « Hélène, s'il te plaît, reviens à la maison. Maman regrette beaucoup ce qui s'est passé. C'était un moment d'égarement. On peut arranger les choses, comme on l'a toujours fait. Tu me manques. » Lucie a reniflé. « Comme on l'a toujours fait? C'est-à-dire, toi cédant et eux abusant? Quel culot. Le pire, c'est qu'il y a 1 semaine, je serais presque revenue, ai-je avoué. J'aurais accepté ses excuses. J'aurais fait semblant que tout allait bien, et j'aurais continué dans ce cycle toxique. Mais plus maintenant, a dit Chloé, se joignant à la conversation. Maintenant, tu vois les choses telles qu'elles sont. C'était vrai. Quelque chose avait changé en moi. La peur s'était transformée en détermination. La honte, en dignité. Je ne voulais pas la vengeance, mais la justice. Pas seulement pour moi, mais pour toutes les femmes qui, comme moi, se sont retrouvées piégées dans des relations abusives, convaincues qu'elles ne méritèrent pas mieux. À la fin de cette semaine, j'ai reçu un appel qui allait changer le cours des événements. C'était Carmela, la voisine du dessous, une femme âgée qui m'avait toujours traitée avec gentillesse.
Hélène, ma petite, j'ai appris ce qui s'est passé. Tout l'immeuble en parle. Mon cœur s'est accéléré. Qu'est-ce qu'ils disent exactement ? Madame Dubois raconte que tu es partie avec un autre homme, que tu lui as volé de l'argent avant de partir. Mais moi, je n'y crois pas. Je te connais, et je sais que tu es une bonne personne. J'ai respiré profondément, contrôlant mon indignation. Merci de m'avoir prévenue, Carmela. La vérité est très différente. Je sais, ma petite. La nuit avant que tu partes, j'ai entendu les cris. Et ce n'est pas la première fois. Ça fait des années que j'entends comment cette femme te traite. Mon esprit travaillait à toute vitesse. Carmela, seriez-vous prête à témoigner à ce sujet ? À raconter ce que vous avez entendu ? Il y eut un silence de l'autre côté de la ligne. Je ne veux pas de problème, Hélène. Je suis une femme âgée, et je devrais continuer à vivre ici. Je comprends, ne vous inquiétez pas. Mais, continua Carmela, je peux t'écrire une lettre racontant tout ce dont j'ai été témoin ces années. Tu peux l'utiliser comme tu veux. Cette lettre est arrivée 2 jours plus tard. 8 pages écrites à la main d'une calligraphie tremblante mais claire, détaillant des incidents que j'avais moi-même oubliés ou minimisés. Carmela avait été le témoin involontaire de mon calvaire, entendant à travers les murs fins de l'immeuble les insultes, les menaces voilées, les disputes. À chaque nouvelle preuve, le dossier contre Mathieu et Madame Dubois s'épaississait. Ce n'était plus seulement ma parole contre la leur. C'étaient des faits documentés, des témoignages indépendants, des preuves physiques. Mais pendant que je préparais mon dossier juridique, une autre idée a commencé à se former dans mon esprit. Une idée que je n'ai partagée ni avec Lucie, ni avec Maître Leroy. Quelque chose de plus symbolique, de plus définitif. Durant mes années de traductrice, j'avais travaillé avec plusieurs agences immobilières, traduisant des contrats et des brochures pour des clients étrangers intéressés par l'achat de biens dans la région lyonnaise. L'un de ces clients, un agent immobilier britannique nommé Richard, m'avait plusieurs fois offert un emploi stable dans son agence. Je l'ai appelé un mercredi après-midi. « Richard, c'est Hélène. Vous vous souvenez que vous m'aviez offert un travail il y a quelques mois ? Je me demandais si l'offre tenait toujours. » Hélène, bien sûr, nous sommes justement en train d'agrandir l'agence. Avez-vous finalement décidé de laisser le travail en freelance ? Je traverse quelques changements personnels. J'ai besoin de stabilité et d'un nouveau départ. Alors vous appelez au moment parfait. Nous venons de décrocher plusieurs gros projets et nous avons besoin de quelqu'un avec votre expérience. Quand pourriez-vous commencer ? Dans une 15aine de jours, si cela vous convient. Je dois d'abord régler quelques affaires. Parfait. Passez à l'agence quand vous pourrez et nous discuterons des détails. Après avoir raccroché, j'ai cherché dans mon ordinateur un email spécifique que j'avais reçu des mois auparavant. Il provenait de la propriétaire de l'appartement où nous vivions, Mathieu, Madame Dubois et moi. La femme, une dame âgée qui vivait à Paris, avait envisagé de vendre la propriété et m'avait contacté moi plutôt que Madame Dubois, parce que, selon ses propres mots, vous semblez plus raisonnable que cette femme. À l'époque, j'avais transféré l'email à Mathieu et j'avais oublié l'affaire. Il m'avait dit que sa mère s'en occuperait, comme toujours. Maintenant, cet email pourrait être mon salut. J'ai contacté la propriétaire et, à ma grande surprise, la maison était toujours en vente. Le prix était élevé, mais pas impossible. Avec mes économies et un prêt, je pourrais y arriver. Et avec mon nouveau travail à l'agence de Richard, je pourrais payer les mensualités. Je n'étais pas sûre de prendre la bonne décision. Acheter la maison où j'avais tant souffert semblait une folie. Mais quelque chose en moi savait que c'était le geste parfait, la manière ultime de reprendre mon pouvoir. Cette nuit-là, pendant que Lucie et Chloé dormaient, j'ai travaillé tard sur mon ordinateur, élaborant un plan détaillé. Il ne s'agissait pas seulement de gagner le procès. Il s'agissait de retrouver ma dignité de la manière la plus percutante possible. Quand je me suis enfin couchée, j'ai dormi profondément pour la première fois depuis des semaines. Dans mes rêves, je marchais dans un long couloir sombre qui s'illuminait progressivement. Au bout du couloir, il y avait une porte ouverte, et au-delà, un avenir qui était enfin vraiment le mien. Le processus d'achat de la maison a été étonnamment rapide. La propriétaire, Madame Pagnol, était impatiente de vendre, et quand je lui ai expliqué ma situation, pas tous les détails, juste assez pour qu'elle comprenne l'urgence, elle a accepté de me faciliter les choses. Le prêt a été approuvé en un temps record grâce à mes bons antécédents de crédit et à une lettre de recommandation de Richard confirmant mon nouvel emploi. C'est un investissement risqué, m'a prévenu Maître Leroy quand je lui ai parlé de mon plan. Vous serez endetté pendant des années.
Je n'ai pas l'intention de garder la maison, lui ai-je expliqué. C'est seulement temporaire, une déclaration d'intention. J'ai signé les papiers un lundi matin. Le même après-midi, j'ai envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception à Mathieu et à Madame Dubois, les informant que la propriété avait changé de propriétaire et qu'ils avaient 1 mois pour la quitter, comme le stipule la loi française. J'imagine leur confusion en recevant la notification. Qui était cette inconnue, Hélène Sanchez Vidal, qui prétendait soudain être la propriétaire de leur foyer? Le nom leur serait familier, mais ils penseraient sûrement que c'était une coïncidence. Après tout, comment moi, la soumise Hélène qui payait son loyer mensuel sans broncher, pouvais-je devenir leur propriétaire? Je n'ai pas eu à attendre longtemps pour confirmer mes soupçons. Le soir même, mon téléphone a commencé à vibrer avec des appels de Mathieu. Je n'ai pas répondu. À la place, je lui ai envoyé un message. Toute communication doit se faire par l'intermédiaire de nos avocats. Sa réponse fut immédiate. « Qu'est-ce qui se passe, Hélène? Tu as acheté la maison? Comment? Avec quel argent ?» Je n'ai pas répondu. Une partie de mon nouveau pouvoir résidait dans le silence. Mais un silence choisi, non imposé. Les jours suivants se sont déroulés dans un calme étrange. J'ai continué à travailler sur mes traductions, j'ai commencé à me préparer pour mon nouvel emploi, et j'ai continué à chercher un appartement pour moi. L'achat de la maison avait été un mouvement stratégique, pas un désir d'y rester. Une semaine après avoir envoyé la lettre recommandée, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était la sœur de Mathieu, Thérèse, avec qui j'avais toujours eu une relation cordiale mais distante. « Hélène, je ne comprends pas ce qui se passe. Ma mère est hystérique. Elle dit que tu la mets à la porte de sa maison. Ce n'est pas sa maison, Thérèse. Ça ne l'a jamais été. C'était une propriété en location. Et maintenant, je suis la propriétaire. Mais pourquoi? C'est une sorte de vengeance? Appelle ça un juste retour des choses. » Ai-je répondu avec une tranquillité qui m'a surprise moi-même. Ta mère m'a agressée avec une batte de baseball. Ton frère est resté là à regarder sans rien faire. Ils ont tous les deux pensé qu'ils pouvaient me traiter comme une possession, comme quelqu'un sans voix ni droit. Ils se sont trompés. Il y eut un long silence de l'autre côté de la ligne. Quand Thérèse a repris la parole, sa voix semblait différente, plus prudente. Je ne savais pas pour la battre. Mathieu nous a dit que tu étais parti après une dispute, que tu agissais de manière irrationnelle. J'ai un rapport médical qui dit le contraire, et des enregistrements. Et des témoins. Tu veux que je t'envoie les photos de mes hématomes? Non, je te crois. Un autre silence. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ils doivent quitter la maison dans le délai imparti. Ce n'est pas négociable. Et la procédure judiciaire pour agression suit son cours. S'ils veulent éviter un scandale public, ils peuvent accepter un accord à l'amiable. Mais cela impliquerait de reconnaître ce qu'ils ont fait et de me dédommager financièrement. Ma mère n'admettra jamais rien, dit Thérèse avec un soupir. Elle est trop fière. Alors nous nous verrons au tribunal. Après avoir raccroché, je me sentis étrangement légère. Je n'avais pas haussé la voix, je n'avais pas perdu le contrôle. J'avais simplement exposé les faits, sans excuse ni justification. 3 jours avant l'expiration du délai pour quitter la maison, j'ai reçu un appel de Maître Leroy. Mathieu a contacté mon cabinet. Il veut négocier. Que propose-t-il? Un accord financier en échange du retrait de la plainte pour agression. Il ne mentionne rien au sujet de la maison. Son argent ne m'intéresse pas. Et je ne retirerai pas la plainte. Il demande aussi à te voir en personne. Il dit qu'il a besoin de te parler directement. J'ai réfléchi quelques instants. Une partie de moi voulait refuser catégoriquement, maintenir cette distance qui me donnait de la sécurité. Mais une autre partie, peut-être la plus forte, avait besoin de cette rencontre comme d'une conclusion définitive. D'accord, mais à des conditions, dans votre bureau, avec vous présente, et sans sa mère. La réunion a été fixée pour le lendemain. J'ai choisi ma tenue avec soin. Un tailleur pantalon gris, professionnel et neutre. Ni trop formel, ni trop décontracté. Les vêtements d'une femme qui n'a rien à prouver. Mathieu est arrivé à l'heure. Il était plus mince, avec des cernes prononcées, et les cheveux en désordre, si différent de son image habituelle impeccable d'avocate à succès. Quand il m'a vue, il a essayé de s'approcher, mais Maître Leroy s'est interposé subtilement. « Merci d'avoir accepté cette réunion, Hélène, » commença-t-il, avec cette voix qui m'avait autrefois paru charmante. « Je voulais m'excuser en personne pour ce qui s'est passé. Ma mère ne va pas bien,
Elle a des problèmes de gestion de la colère depuis des années, mais je n'aurais jamais pensé qu'elle en arriverait là. « Et toi ?» ai-je demandé, en gardant ma voix neutre. « As-tu aussi des problèmes qui expliquent pourquoi tu ne m'as pas défendu ?» Il a passé la main dans ses cheveux, un geste nerveux que je connaissais bien. J'ai paniqué. C'était une terrible erreur, je le reconnais. J'aurais dû intervenir, j'aurais dû te protéger. Mais je peux te dédommager. On peut recommencer sans ma mère. J'ai cherché un appartement pour nous deux. Il n'y a pas de nous, Mathieu, l'ai-je interrompu. Pas après ce qui s'est passé. C'était une erreur. Un moment terrible qui ne définit pas notre relation. Ce n'était pas un moment. C'était l'aboutissement d'années d'abus que tu as permis et facilité. Tu m'as fait payer pour vivre dans une maison qui n'était même pas la tienne. Tu m'as fait croire que je devais accepter les mauvais traitements de ta mère comme une partie normale du mariage. Tu as fait de moi une prisonnière. Et quand j'ai essayé de me défendre, tu m'as trahi de la pire des manières. Mathieu a baissé les yeux, incapable de soutenir mon regard. Je ne sais pas quoi dire. Je suis désolée. Vraiment désolée. Moi aussi, je suis désolée. Désolée d'avoir mis si longtemps à voir la vérité. Mais maintenant, je la vois clairement. Et il n'y a pas de retour en arrière possible. Que veux-tu alors ? De l'argent ? La maison ? C'est ça ? On peut trouver un accord. Ce que je veux, c'est la justice. Et pour cela, ta mère et toi devrez faire face aux conséquences de vos actes. Quant à la maison, elle est déjà à moi. Et vous avez exactement 3 jours pour la vider. Tu ne peux pas nous mettre dehors comme ça. Ma mère est une femme âgée. Elle a besoin de temps pour trouver un autre endroit. Vous avez eu 1 mois. C'est plus de temps que ce que j'ai eu quand j'ai été forcée de fuir au milieu de la nuit, blessée et terrorisée. Mathieu s'est affalé sur sa chaise, vaincu. Pour la première fois, j'ai vu en lui non pas l'avocat confiant ou le fils dévoué, mais un homme confronté aux conséquences de ses propres choix. C'était une vision pathétique, mais je n'ai ressenti ni satisfaction ni pitié, seulement une sorte de clarté froide, comme si j'observais une scène dans laquelle je n'avais plus de rôle émotionnel. Le matin où le délai pour quitter la maison expirait, je me suis présentée là-bas accompagnée d'un huissier de justice et d'un serrurier. Je ne savais pas si Mathieu et Madame Dubois auraient obtempéré à l'ordre ou si nous devrions procéder à une expulsion forcée. À ma grande surprise, la maison était vide. Ils avaient à laisser quelques vieux meubles et des tas d'ordures, mais ils avaient emporté toutes leurs affaires personnelles. Sur la table de la cuisine, j'ai trouvé les clés et un mot écrit avec l'écriture tremblante inimitable de Madame Dubois. « J'espère que tu es satisfaite. Tu as détruit une famille. Je l'ai pliée et l'ai gardée dans ma poche, non pas comme un souvenir douloureux, mais comme un testament de son incapacité incorrigible à assumer ses responsabilités. J'ai parcouru lentement les pièces vides, maintenant dépouillées des photos de famille, des bibelots surchargés que Madame Dubois chérissait, des livres de droit de Mathieu. Les murs nus semblaient respirer pour la première fois depuis des années, libérés de l'oppression qui avait imprégné chaque recoin. Je me suis arrêtée dans la cuisine, où l'attaque avait eu lieu. Je pouvais me souvenir parfaitement de la sensation du coup, de la douleur aiguë, de l'incrédulité. Mais maintenant, ces souvenirs semblaient appartenir à une autre personne, à une version de moi qui n'existait plus. « Que comptez-vous faire de la propriété, madame ?» m'a demandé l'huissier de justice en signant les papiers qui certifiaient l'expulsion terminée. « La vendre », ai-je répondu sans hésiter. « Le plus tôt possible. J'ai commencé mon nouveau travail à l'agence immobilière de Richard la semaine suivant l'expulsion. » Le rythme effréné du bureau s'est avéré être exactement ce dont j'avais besoin. Des clients à servir, des propriétés à visiter, des contrats à traduire et à réviser. Il n'y avait pas de temps pour ruminer le passé quand je devais montrer des appartements à des couples de retraités britanniques ou expliquer les complexités juridiques du marché immobilier français à des investisseurs allemands. Richard a été un patron compréhensif. Je ne lui avais pas raconté tous les détails de ma situation personnelle, mais il en savait assez pour comprendre que je traversais une période difficile. « Prenez le temps qu'il vous faut pour vous adapter », m'a-t-il dit lors de ma première semaine. « Et si vous devez vous absenter pour des démarches juridiques ou autre chose, il suffit de me prévenir à l'avance. » J'ai investi mon premier salaire dans un petit appartement lumineux dans le quartier de Vèze, assez loin de mon ancienne maison pour ne pas croiser Mathieu ou sa mère, mais proche du bureau et du centre-ville. C'était un 3e étage sans ascenseur dans un immeuble ancien, avec des sols en carreaux de ciment et des fenêtres donnant sur une cour intérieure pleine de plantes.
Le loyer était raisonnable, et le propriétaire, un professeur d'université à la retraite, n'a pas fait de difficulté quand je lui ai expliqué que j'étais en instance de divorce. Ma fille a vécu quelque chose de similaire il y a quelques années, m'a-t-il dit alors que nous signions le bail. Parfois, il faut repartir de zéro. Lucie et Chloé m'ont aidé à m'installer. Je n'avais pas beaucoup de possessions, quelques meubles de base que j'ai achetés d'occasion, mes livres, mon ordinateur, mes vêtements. Mais c'était suffisant. Il y avait quelque chose de libérateur dans la simplicité, dans le fait de ne posséder que le nécessaire, de ne pas être entouré d'objets chargés de souvenirs douloureux. L'affaire judiciaire suivait son cours. Maître Leroy me tenait informé de chaque nouvelle, de chaque tentative de la défense de Mathieu et de Madame Dubois pour discréditer ma version des faits. Ils avaient engagé l'un des meilleurs avocats pénalistes de Lyon, un vieil ami de la famille de Mathieu. Leur stratégie était prévisible, dépeindre Madame Dubois comme une vieille femme fragile qui avait agi dans un moment de confusion, et moi comme une étrangère manipulatrice qui avait tout planifié pour s'emparer de leur argent. « Ne vous inquiétez pas », m'a assuré Maître Leroy. « Nous avons des preuves solides, et le juge n'est pas idiot. Il voit ces cas constamment. » Le procès a été fixé pour octobre, près de 6 mois après l'incident. 6 mois que j'ai mis à profit pour me reconstruire, pour réapprendre qui était Hélène Sanchez Vidal, sans l'ombre constante de Mathieu et de Madame Dubois. J'ai recontacté de vieux amis que j'avais négligés pendant mon mariage. J'ai repris mon passe-temps pour la photographie, sortant les dimanches pour capturer des coins de Lyon avec mon appareil photo. Je me suis inscrite à des cours de yoga dans un centre près de mon nouvel appartement, où j'ai rencontré Sophie, une psychologue qui allait devenir une amie proche, et, plus tard, ma thérapeute. Le traumatisme ne disparaît pas simplement parce que vous êtes sorti de la situation abusive, m'a expliqué Sophie, lors d'une de nos premières séances formelles. Votre corps, votre esprit, sont encore en train de traiter ce que vous avez vécu. Donnez-leur du temps et de l'espace pour guérir. Et elle avait raison. Il y avait des jours où je me réveillais en sursaut, croyant entendre la voix de Madame Dubois. Des nuits où je rêvais du coup de batte, du regard indifférent de Mathieu. Des moments où un bruit fort me faisait me recroqueviller instinctivement. Mais ces épisodes se sont espacés avec le temps, devenant moins intenses, moins paralysants. La maison, pendant ce temps, s'est vendue à un prix supérieur à celui que j'avais payé. Le marché immobilier lyonnais était en plein essor et mon travail à l'agence m'avait permis de la présenter et de négocier de manière avantageuse. J'ai utilisé les bénéfices pour rembourser une partie du prêt et pour engager un avocat spécialisé en droit international pour m'aider à régler ma situation migratoire après le divorce. Je ne veux pas dépendre du mariage pour maintenir ma résidence en France, lui ai-je expliqué. Je veux être ici par mes propres mérites. À mon soulagement, mon permis de séjour et de travail n'était pas en danger. J'avais un emploi stable, je payais mes impôts et je n'avais commis aucun délit. Je pourrais continuer à vivre à Lyon, la ville que, malgré tout, j'étais arrivée à considérer comme mon foyer. À mesure que la date du procès approchait, ma nervosité augmentait. Non pas à cause du résultat juridique. Je faisais confiance à Maître Leroy et à la solidité de nos preuves, mais à cause de la perspective de revoir Mathieu et Madame Dubois, de devoir revivre cette terrible nuit devant un tribunal rempli d'étrangers. Je serai à tes côtés à chaque instant, m'a promis Lucie, qui avait pris des jours de congé à son travail pour m'accompagner. Et souviens-toi que c'est toi qui as le pouvoir maintenant. Ce sont eux les accusés. La veille du procès, j'ai reçu un appel inattendu de Thérèse, la sœur de Mathieu. Je ne devrais pas faire ça, commença-t-elle, sa voix à peine un murmure. Mais je pense que tu dois le savoir. Mathieu et ma mère préparent quelque chose. Il a un collègue dans la police qui va témoigner que tu es allé au commissariat avec des blessures auto-infligées, que tout était une stratégie pour obtenir la maison. Mon cœur s'est accéléré. Pourquoi tu me racontes ça? Il y eut un long silence de l'autre côté de la ligne. Parce que ce qu'ils t'ont fait était mal. Et parce que je suis fatiguée des mensonges, des manipulations. J'ai passé toute ma vie à voir ma mère détruire quiconque se met sur son chemin, y compris mon propre père. Je ne peux plus être complice. Merci, ai-je dit, sincèrement émue. Témoignerais-tu? Raconterais-tu ce que tu sais? Je ne peux pas, répondit-elle, et je pouvais entendre la peur dans sa voix. Ma mère, tu ne sais pas de quoi elle est capable, mais je t'ai envoyé quelque chose par email. Vérifie. Après avoir raccroché, j'ai ouvert ma messagerie.
Thérèse m'avait envoyé des captures d'écran de conversations WhatsApp entre elles, Mathieu et leur mère, où ils discutaient ouvertement de la manière de falsifier des témoignages, de faire pression sur les voisins pour qu'ils ne déclarent pas en ma faveur. C'était la preuve dont nous avions besoin pour démonter leur stratégie. J'ai immédiatement transféré les emails à Maître Leroy, qui a répondu en quelques minutes. Cela change tout. Je vais présenter cela demain, comme preuve de tentative d'obstruction à la justice. Le jour du procès s'est levé clair. Un de ces jours d'automne lyonnais parfait, où le ciel est d'un bleu impossible, et l'air a une clarté qui semble rendre toutes les couleurs plus intenses. Je me suis habillée avec soin. Une robe simple mais élégante, des chaussures confortables, les cheveux attachés en un chignon bas. Je voulais projeter le calme et la dignité, pas la vulnérabilité. Le palais de justice était dans le centre de Lyon, un bâtiment moderne qui contrastait avec les constructions historiques environnantes. Dans la salle d'attente, j'ai vu Mathieu et Madame Dubois pour la première fois depuis des mois. Il portait un de ses costumes chers, mais il était trop grand pour lui, comme s'il avait perdu du poids. Elle était vêtue entièrement de noir, comme une veuve, et m'a lancé un regard chargé de haine quand elle m'a vu entrer avec Lucie et Maître Leroy. Je n'ai pas détourné le regard, je ne me suis pas recroquevillée. J'ai soutenu leur regard, sans défi mais aussi sans peur. Et à ce moment-là, j'ai su que j'avais déjà gagné, quel que soit le résultat du procès. Plus tard, lorsque le juge a rendu son verdict, coupable d'agression et de contrainte, avec une indemnisation substantielle et une ordonnance d'éloignement permanente, je n'ai pas ressenti l'euphorie que j'attendais. Seulement une sorte de soulagement tranquille, comme celui que l'on ressent en lâchant enfin un lourd fardeau que l'on a porté pendant trop longtemps. En sortant du palais de justice, le soleil de l'après-midi baignait la place des terreaux d'une lumière dorée. Je me suis arrêtée un instant pour absorber la beauté du moment, la sensation de légèreté qui m'envahissait. « Ça va ?» m'a demandé Lucie en me serrant la main. « Je suis en paix », ai-je répondu. Et c'était vrai. 2 ans ont passé depuis. Ma vie a trouvé un nouveau rythme, plus calme, plus authentique. Je travaille toujours à l'agence immobilière de Richard, où j'ai récemment été promue chef du département international. Mon appartement à Vèze est devenu un véritable foyer, rempli de plantes, de livres et de photographies de mes nouveaux souvenirs. Mathieu et Madame Dubois ont déménagé à Paris après le procès. Je reçois parfois des nouvelles indirectes par des connaissances communes, mais c'est comme entendre parler de personnages d'un film que j'ai vu il y a longtemps. Ils ne provoquent plus aucune émotion en moi, ni positive ni négative. Thérèse et moi entretenons une relation cordiale à distance. Elle m'envoie des messages occasionnels, me souhaite mon anniversaire. Je sais que son geste de m'avertir avant le procès lui a coûté sa relation avec sa famille, et je lui en serai toujours reconnaissante. Sophie dit que mon processus de guérison a été exemplaire, mais je sais que je suis toujours un travail en cours. Il y a des jours meilleurs que d'autres, des moments où les souvenirs reviennent avec une force inattendue, mais ils ne me définissent plus, ils ne contrôlent plus ma vie. Ce soir, alors que j'écris ces lignes assise sur mon petit balcon, observant les lumières de Lyon s'étendre sous le ciel nocturne, je souris. Non pas parce que j'ai gagné, non pas parce que je me suis vengée, mais parce que j'ai survécu, parce que la femme qui gisait autrefois sur le sol, en sang et trahie, est maintenant ici, forte et en paix, regardant vers un avenir qui est enfin vraiment le sien.